La scène chez Véronique Sanson, Fréquence-Star consacrée à Véronique. Alors la porte est normalement ouverte et Véronique doit être dans le coin. Bonjour Véronique. Ça va? Merci de nous recevoir dans ta maison. Tu plaisantes. On est là dans la grande maison, à côté de Paris, au bord de Seine. Mais oui. Tu es installé là depuis une dizaine d'années. Ouais, 10 ans à peu près. Ça Hein? fait 11 ans. Ouais, on peut dire que c'est la maison en France, toi. C'est l'endroit que tu aimes, c'est l'endroit où tu te sens bien. C'est l'endroit que j'adore parce que c'est tout près de Paris. C'est-à-dire que c'est en une demi-heure, c'est à Paris. Et puis c'est le bonheur, c'est la campagne, il y a un peu d'eau. Moi, c'est ce que j'aime. Bon là, Véro, donc, ça c'est ambiance cuisine. C'est la cuisine. Assieds-toi, fais comme chez toi. Installe-toi. J'ai vu de la lumière, je suis passée. Oui. Bon, ça c'est l'endroit de... Est-ce que c'est un endroit de prédilection, ça, pour toi? C'est un endroit où on est tout le temps, parce que c'est une grande cuisine, il y a tout ce qu'on veut et on est bien ici. Qui t'a appris tout ça, à découvrir justement vivre avec la nature? Ça t'est venu sur le tard ou petite déjà tu t'y intéressais? Non. Alors petite, je ne savais absolument rien faire. C'est depuis que je me suis mariée et que j'ai été vivre aux États-Unis. Et je savais vraiment rien faire en partant là-bas. Et puis quand je me suis rendu compte qu'on mangeait pas très bien et que c'était tellement différent de ce que ma maman me faisait, par exemple, j'ai été horrifiée et je me suis dit, bon, bah, il faut que je le fasse. Et j'ai appris comme ça, petit à petit. Puis je me suis dit, c'est vrai qu'en automne, bon, il fait un peu plus froid, il commence à pleuvoir, c'est bien, on a envie de mettre des gros pulls, on a envie d'être bien chez soi et on a envie de manger des champignons et des trucs il faut manger les trucs de saison. On sent que la main de l'homme et l'humain est passée partout, Oui, sa vie. Mais moi, j'aurais, je crois, jamais une maison clean parce que je suis très bordélique. Et c'est vrai qu'il y a des petits trucs qui traînent partout. Puis chaque fois, je me dis, tiens, je vais les ranger. Demain, je m'y mets. Et je m'y mets jamais. Donc il y a des trucs qui prennent leur place. Et quand je les enlève, je me dis, oh, c'est dommage, ils sont plus là. Mais bon, c'est une maison qui vit, c'est pas trop clean. Alors là, j'aimerais pas que ce soit vraiment rigoureusement rangé. Rentré dans la maison, mais dans le salon, avec le Bosendorfer, le piano à côté. Ça, on peut dire que c'est l'endroit de prédilection, c'est l'endroit où tu composes tes chansons. C'est ici. Enfin, c'est ici, ouais. Beaucoup de chansons étaient composées dans cet endroit, disons depuis une dizaine d'années, quoi, à peu près. Plein. Plein? Plein. L'endroit est magique, touchez-le, regardez-le. Non, c'est vrai, c'est là où... Parce qu'il n'y a pas de bruit, j'ai la paix, c'est joli, j'ai de la lumière, j'ai des choses à voir, là et là. Et puis c'est vrai que moi, ça me met dans une bonne ambiance. Et moi qui suis toujours paranoïaque d'être écoutée, parce que tu sais, quand tu composes une chanson, elle vient pas comme ça toute faite, donc tu cafouilles à mort quelquefois, et je suis un peu obsédée, je fais une fixette sur le fait qu'on puisse m'écouter. Et là, je fermais plein de portes à fermer, donc je m'isole complètement, et puis c'est une bonne pièce pour travailler. T'es une enfant du baby-boom, dans une famille aisée, avec Papa Sanson, je ne sais pas s'il s'appelait Sanson réellement, oui, c'est Papa Sanson. René Sanson, réellement. Qui lui était avocat, je crois, c'est bien ça. Oui. Hein, et puis une maman qui a fait une faculté de droit pendant 3 ans, instruite également, un milieu aisé, avec Violaine, ta sœur. Oui. Tout qui ça a fait à Paris. son droit aussi. Il n'y a que moi, en fait, qui suis la bonne gauche. galeuse. Est-ce que tu as des souvenirs? Tu dis que tu as eu une enfance joyeuse et heureuse. Très, ouais. Très. Et puis surtout, c'était une enfance harmonieuse. Et quand tu dis qu'ils étaient aisés, c'est vrai qu'on n'a jamais été dans la misère, on roulait pas sur l'or, mais on a toujours été heureux parce je crois que mes parents ont su nous montrer des choses formidables. Ils ont nous emmenés en voyage, pas loin, mais ils ont su nous montrer des choses formidables. Ils m'ont fait écouter de la musique merveilleuse. Maman m'a appris les premiers rudiments de guitare parce qu'elle avait une merveilleuse guitare espagnole
qui aujourd'hui vaudrait certainement des fortunes et qu'on a évidemment cassé en tombant dessus. Enfin, je regrette maintenant. Mais bon, c'était vraiment harmonieux. Et puis j'ai des souvenirs en or de mon enfance. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. Papa, ouverture d'esprit incroyable, oui. Homme cultivé, maman aussi. Oh, bien sûr. Hein, et en même temps amateur de musique. Tu as dit tout à l'heure que maman, elle joue de la guitare un petit peu, mais papa adore le swing aussi, le jazz. Il adore le jazz, il a eu des orchestres quand il était jeune, il swingait, il joue du piano, il a toujours joué du piano, et ça... Tu sais, c'est drôle parce qu'il ne s'est jamais pris au sérieux de jouer du piano. Ouais. Il joue comme ça, par oreille, tout simplement. Je crois qu'il ne lit pas une note de musique, papa. Mais il avait tellement envie de nous faire aimer ça. C'est-à-dire moi, quand j'étais toute petite, je suis allée à côté de lui sur le piano. Je lui ai dit, ah, c'est comment? Et puis il aimait montrer non seulement ce qu'il savait faire. Et il disait, tu sais, c'est pas grand-chose que je sais faire, mais voilà ce que c'est une basse, voilà ce que c'est une main droite. Mais il nous a fait écouter plein de musique. Il nous a fait écouter non seulement des classiques, tous les classiques, et il nous avait fait écouter du jazz. Comme il voyageait beaucoup, il rapportait toujours des disques, tu sais, des trucs d'Afrique du Sud, de n'importe quoi. Il nous faisait écouter. Et... Gershwin, il m'a fait découvrir vraiment beaucoup de choses. Et moi, je le remercie beaucoup parce que c'était vraiment... Il m'a appris à pas être sectaire en musique. Véronique, c'est mon nom. Dis-moi le tien. C'est ma sœur qui m'a mis... C'est Violaine. Oui, c'est Violaine. Parce que moi, j'ai toujours eu une admiration sans borne pour elle. Et quand j'étais plus petite, donc j'étais la petite sœur... Et tu sais, quand tu as 11 ans, elle a 13 ans, tu l'admires. Et tout ce qu'elle faisait, je voulais le faire. Et un jour, elle a dit, ah tiens, je vais prendre des cours de piano. Et moi, évidemment, elle prend des cours de piano, moi aussi, je vais prendre des cours de piano, moi aussi. J'aimais ça, puis je jouais déjà du piano. Comme ça, mais j'avais aucune technique, je jouais simplement, j'avais les doigts en coton. Et elle a pris des cours. Et puis moi, j'ai dit, moi aussi, je vais prendre des cours. Et je suis tombée, j'ai eu la chance de tomber sur une professeure formidable et surtout sur une répétitrice extraordinaire qui s'appelait Mademoiselle Bernardine. Et je ne sais plus où elle est, et puis je sais plus si elle est encore en vie, mais elle m'a vraiment fait travailler. Elle a eu une patience d'ange avec moi, parce qu'elle me disait, elle savait que je détestais le solfège, et elle me disait, si tu détestes le solfège, ça fait rien, mais ce qu'il faut que tu travailles, c'est tes doigts. Parce que sinon, tu t'en sortiras jamais. Si tu as des doigts, tu peux toujours t'en sortir. Le solfège, tu l'apprendras après. Comment vous est venue justement cette idée de monter les Roches-Martin? Tu sais comment sont les parents. Dès que ta fille ou ton fils fait de la musique et qu'il en fait pas mal, on dit, venez écouter mes enfants. Et puis comme mes parents étaient assez bourgeois, ils disaient, eh bien... Allez, François et les filles vont nous chanter quelque chose. Et ces gens-là étaient là, et nous, on était mortifiés, misérables. On faisait... Et ce monsieur a dit, mais moi, je connais quelqu'un, et il faut absolument que vous alliez passer une audition chez Pathé Marconi, parce qu'Alain de Ricoux va vous auditionner et tout ça. Donc, on l'a fait, on était mais grands comme ça. Au studio Pathé Marconi, donc on a fait cette audition et on a dit bon ben, et on nous a présenté qui? On nous a présenté Michel Berger et Claude Michel Schoenberg et Jacques Sklingan qui chapeautait ces deux garçons et qui a dit bon ben on va faire un disque. Avec vous deux, j'étais très heureux. Deux femmes pour moi.
Et alors après, on en refait un autre. Parce bon que, deuxième chance, on est revenu en deuxième semaine. Et mais vraiment pour nous faire plaisir. Hein. Il nous dit, vous voulez faire un... Bouillon. Ah oui, mais alors il était plus élaboré. Tu vois, tu l'as pas. Moi, je l'ai pas non plus, sinon je le montrerais. Mais... Et on en a vendu, pas plus. Et puis Violaine et François, qui faisaient leurs droits, se sont dit, bon, bah, c'est pas le tout, j'ai mon linge à m'occuper. Et ils sont repartis faire leurs droits. Et puis moi, j'ai continué à faire de la musique avec Michel et avec Claude Michel. Après, Michel est parti chez WEA, qui s'appelait pas WEA, mais Kiné Philippe Aki Musique. Et puis, il a rencontré Bernard de Bosson, donc, qui était à la tête de cette boîte de disques. Il a dit, moi, je connais une fille qui fait des chansons, est-ce que tu veux l'écouter? Et puis, Michel m'avait dit, tu sais, il faut que tu fasses des chansons, parce qu'on va faire une maquette. Pas une maquette, mais tu vas enregistrer piano-voix. Et puis voilà comment ça s'est fait. Une nuit, je m'endors avec lui. Et je sais qu'on l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord. Sans que j'ai l'ombre d'un remords. La rencontre avec Michel Berger à ce moment-là, c'est une rencontre artistique ou c'est une rencontre amoureuse en même temps, immédiatement? Non, pas immédiatement. Puis de toute façon, on se connaissait depuis qu'on était petits. On avait été dans des goûters d'enfants ensemble, mais on se souvenait plus l'un de l'autre. Parce que nos parents nous obligeaient, oui, il faut aller chez le petit Hamburger, tout ça. Non, je vais pas y aller. Et il faut aller voir la petite Sanson, il faut y aller. Et donc, on s'est rencontrés après, en étant plus grands. Et on s'est tout de suite beaucoup admirés, et beaucoup admirés. T'avais senti le talent de Michel, toi, à ce moment-là, Oh là là. quand il composait, oui? Je dirais qu'on ne peut pas faire autrement de ne pas se prendre un ouragan dans la figure. Il avait... Mais même maintenant, je veux dire, il n'a jamais changé. Il a toujours eu une espèce d'avant-gardisme. Il avait des harmonies merveilleuses qui n'étaient pas courantes. Pour moi, à petite échelle, c'est exactement le choc qu'à grande échelle ont fait les Beatles au monde. Moi, Michel Berger, il m'a fait ce choc à moi, personnellement. Moi, toute seule. Très vite, de l'autre côté de mon rêve arrive, c'est-à-dire le second album Véronique Sanson. Dans les radios, les gens t'avaient découvert, on disait cette chanteuse est extraordinaire. Non, mais ce qu'on disait, le vibrato à la croche et ainsi de suite, on commençait à Oui, mais on découvrir disait cette voix pas que ça, parce exceptionnelle. qu'il y avait des gens où les gens m'aimaient beaucoup en disant oui, c'est vraiment bien. Ou alors les gens me détestaient en disant mais qu'est-ce que c'est? Je me souviens que dans le Midi, vers Marseille et tout ça, ils m'appelaient la cabrette. Mais c'est vrai parce C'est que quoi une cabrette? C'est une... c'est une petite chèvre. Ouais. Et ils ont écrit des articles désopilants sur moi en disant mais qu'est-ce que c'est que cette fille effrayante et tout, mais qu'elle aille apprendre à chanter. Et puis bon, je ne veux pas leur lancer la pierre parce que c'est vrai que je vibrais à la croche, je venais juste de trouver ma voix, de trouver une espèce je m'étais frayé un chemin dans ce que je voulais. Je voulais arriver à quelque chose avec ma voix, qui était au début, quand j'étais petite, elle était toute plate, forcément. Et comme j'ai jamais pris de cours de chant de ma vie, j'ai tellement voulu le faire. J'écoutais Dionne Warwick, j'écoutais que des filles qui vibraient comme ça, comme elles voulaient, qui faisaient n'importe quoi avec leur voix, comme elles voulaient, quand elles voulaient, paf. Et donc, j'avais trouvé une espèce de petite lumière au bout du tunnel. Et donc, j'étais en train d'expérimenter, finalement. Changement de carrière, là, un petit peu, hein, non?
Un peu. Alors là, bien vedette. Non, pas du tout. Enfin, si, pas quand du même, tout, un parce peu, que... non. Alors, à ce moment-là, j'ai fait une tournée en première partie de Julien Clerc, que j'admirais sans borne, et que j'admire toujours d'ailleurs. Et c'était encore les grandes tournées d'été, où il y avait un présentateur qui s'appelait Yvan Dautin, et qui était formidable. Et puis il y avait des jongleurs, il y avait des patineurs, il y avait des tas de trucs. C'était vraiment un spectacle extraordinaire. Alors il y avait la vedette anglaise, qui était moi, et puis la vedette américaine, qui était Pierre Vassiliou. Après, enfin tout ça entrecoupé de jongleurs, d'Yvan Dautin qui chantait le radeau de la Méduse et tout ça, dont je me souviens. Pif, entr'acte. Et après il y avait Julien, que j'allais voir tous les soirs. Parce que non seulement j'adorais les chansons, puis ça m'apprenait beaucoup de le voir sur scène. Bien sûr, ça m'apprenait de voir tous ces musiciens, de voir comment... Moi, je me sentais ridicule, carrément, à côté de lui. Je me sentais ridicule, je me sentais maladroite et gauche. Et je me disais, oh, il est génial, il est formidable, parce qu'il était tellement à l'aise. Et puis, donc, j'ai beaucoup regardé. Et puis après, j'ai fait une tournée avec Claude François, en première partie de Claude François, avec Alain Chamfort, aussi, là, non qui faisait partie de la... Bien sûr, avec Alain Chamfort, qui était aussi en première partie, et Patrick Topalov. Et puis on a fait une tournée assez courte dans les environs de Paris, mais j'ai beaucoup appris aussi. Et j'ai fait la première partie de Michel Polnareff. Et je m'en souviens toute ma vie, parce que c'était à Argenteuil, et j'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Bref, et puis après, je suis partie au Canada. Et au Canada, j'ai jamais fait la première partie de personne. J'ai faisais des trucs juste moi, quoi. Il y a les 4 albums enregistrés aux États-Unis, donc là, il y a eu rupture avec la France. Il y a une rencontre avec Stephen Stills, de Crosby, Stills, Nash & Young. Ça, alors là, pour moi, ça a été un choc terrible. Parce que j'étais jamais allée aux États-Unis avant. Je parlais bien anglais, parce que je t'ai dit tout à l'heure que je parlais anglais depuis toujours. Mais je parlais anglais, pas américain. Et pas argot américain, l'argot des musiciens. Donc pendant à peu près 3 mois, mais je ne comprenais pas un mot de ce qu'on me disait. Je comprenais, mais il fallait que je dise pardon. Et alors il fallait qu'on répète 3-4 fois. Puis au bout de la 3e fois, je disais ah oui, 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 en n'ayant toujours rien compris de ce qu'on m'avait dit. Et donc il y a eu un temps d'adaptation. Et puis ça a été très brutal. Ça a été une migration brutale, un choc de culture et un choc très fort, quoi, très 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 puissant. Et moi, je me suis un petit peu, à ce moment-là, rentrée dans ma coquille et en même temps ouverte, parce que j'apprenais des tas de trucs aussi. Je voyais, moi, je regardais, j'ai suivi des tournées de Crosby, Stills, Nash & Young, et je croyais pas ce que je voyais. Non seulement de musique, parce que je connaissais cette musique, mais de l'organisation, de comment ils travaillaient, de comment tout était agencé, comment tout rentrait dans certains engrenages. Et j'étais absolument sidérée de ça. Et ça m'a donné envie de faire de la musique, parce que je me disais, bon, allez, hop. Et puis je composais j'arrêtais pas de composer, puis à un moment donné, j'ai eu envie de travailler. Donc, j'avais plus de producteur, puisque Michel était plus là. Et il fallait bien que je produise moi-même mon disque. Et moi, j'avais jamais produit de disque, mais j'étais un petit peu endormie, en confiance sur l'épaule de Michel, qui s'occupait de tout. Donc. Et de Michel Bernol, qui s'occupait de tout, et qui me portait aussi. C'était pas m'étouffer, mais... Tu écrivais les musiques, tu faisais les textes, moi, et eux s'occupaient du reste, quoi. Et eux, ils s'occupaient du reste, dont j'avais aucun problème. Bon. Et j'étais obligée d'avoir les problèmes de coordination, de trouver des musiciens. Et donc, j'ai pas pu faire autrement que de dire à Steve, il faut que je fasse un disque. Et il me faut des musiciens. Il me dit, tu veux des musiciens? Bah, t'as qu'à prendre les miens. Et donc, c'était les siens. Quelque part dans la ville, tu marches sans savoir réellement où tu vas. Tu repenses à ta vie déjà. Tu comptes combien de gens tu as déjà trahi, combien de gens à qui tu as déjà menti.
Combien de gens tu as déjà fait souffrir, et du fond de ton remords, tu l'aimes encore. Tu es prisonnier de ton secret, et ta douleur efface ta faute, et ta douleur efface ta faute, et ta douleur efface ta faute. Il y a une prise en charge complète, quoi. Non seulement tu te maries, tu as un enfant, tu es obligé de produire tes albums toute seule, trouver tes musiciens. C'est une autre dimension, quoi. Tu quittes carrément le cocon familial et toute la sécurité en quittant Michel Berger, Michel Bernolque, quoi. C'est l'aventure totale. C'est épouvantable. Et il n'y a que l'amour qui peut faire partir comme ça et tout braquer. Oui. C'est même pas l'amour, c'est... faut que j'y aille. Aller de ville en ville, ça je l'ai bien connu. Je mène ma vie comme un radeau perdu. Les gens de la nuit sont toujours là quand il faut. Ils vous accueillent avec des rires et des bravos. Les vapeurs d'alcool, ça je les connais bien. Et puis les cheveux qui collent au fond des musiciens. Et c'est difficile, le choix d'une vie. Je rêve de choses dont j'ai réellement envie. Je chante dans le port de Vancouver. Je chante sur des souvenirs amers. Je danse, c'est bien. Je ne vois jamais le matin, mais c'est bien. Il y a eu quand même Colorado, Hawaï, et tu vas t'installer où à ce moment-là? À San Francisco. Où là, t'es resté un bon moment quand même, non? Et je suis restée, non pas un bon moment, je suis restée 6-7 mois. Et après, on est allé s'installer à Los Angeles, qui est bien moins bien, évidemment, que San Francisco, parce que c'est un peu la ville de la frime. Moi, j'ai toujours eu l'impression, jusqu'à maintenant, où j'y suis retournée pour enregistrer Sans regret, que c'était une ville de carton-pâte. Si on soufflait sur un décor, sur une maison, elle allait s'écrouler. Comme, tu sais, les petits cochons, Walt Disney. Ouf et pouf, pouf, pif, ça s'écroulait. Et je me disais que c'est en plus, c'était une ville où les gens frimaient un peu. Je veux dire, c'est la ville où on parle que d'argent, où les gens... je sais pas, mais enfin bon, il y a un côté bien aussi. Hein. C'est ce qui t'a inspiré Hollywood, non, ou pas? Oui, un peu, ouais, Hollywood. Pour moi, c'était un peu factice, quoi. C'était, genre, il y avait un tel fossé entre ma culture à moi et cette culture-là où les gens ils sont pas plus superficiels que nous. Mais ça se voit plus parce qu'ils friment plus, parce qu'il y a une telle admiration pour l'argent, pour les gens qui ont réussi n'importe comment, on s'en fiche. Et c'est pas la qualité qui les fait craquer, mais c'est un type qui a réussi, même n'importe quoi, et ben ils sont morts d'admiration parce qu'il a beaucoup d'argent. Quand je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage, quand j'aurai mis 20 ans à voir que tout était mirage, je vous tire ma révérence, ma révérence. Quand mon fils sera grand, qu'il n'aura plus besoin de moi,
période difficile, non? De 79 à 81? Oui, bien sûr. Mais là, j'essayais de revenir en France et j'étais toujours obligée de revenir parce que juridiquement, il fallait que je rentre toujours. Et puis bon, je sais pas comment te dire, mais ça s'est fait tout à fait naturellement, douloureusement, mais naturellement. Et puis bon, maintenant ça va. T'avais Christopher avec toi en plus, ça devait pas être simple. Je veux dire, à partir du moment où t'as un enfant. Ça n'a pas été simple qu'il soit là, même maintenant. Donc là, il y a fin des États-Unis, retour installation ici en 81, quoi, avec l'achat de cette maison. Et tu dis, je vais retrouver mes pénates un petit peu, je vais retrouver et là, je dis, je retrouve ma France. J'étais extatique. J'étais hypnotisée par le fait que je n'avais plus à rentrer, je n'avais plus à faire quoi que ce soit. J'étais libre, je me sentais libre. Et c'était un sentiment tellement fort et tellement ancré en moi qui n'avait pas pu exploser, que vraiment de faire un disque, c'était la dernière chose au monde à laquelle je pensais. Tu vois, d'où les 2 années et on me sabbatiques. disait, oui, mais il faut que tu sois présente, sinon les gens vont t'oublier. Et moi, je me disais, ça va pas, ce raisonnement va pas. S'il faut qu'ils m'oublient, ils m'oublieront, tant pis. On en est au retour en France de Véronique Sanson en 83. Ça a été le grand retour. On peut appeler ça un grand retour ou c'était... Enfin, ça a été un grand retour et moi j'avais qu'une idée d'abord depuis des années, c'était de retourner chez moi parce que j'en avais marre de faire la navette, si tu veux, entre les États-Unis et la France qui devenait de plus en plus fréquent. Et j'étais toujours déchirée d'abandonner et une maison et l'autre. Et je suis revenue vraiment définitivement en 83. Et en 83, j'étais tellement fascinée par d'être en France, mais pour de bon, que j'ai pas vraiment eu envie de faire de musique. J'avais envie de m'occuper de ma maison, de m'occuper de mon jardin, de m'occuper de tout ça. Et puis j'ai pas fait vraiment d'album pendant assez longtemps. Pendant 2 ans? Oui, plus que ça, je crois. Il y a eu C'est long, c'est court. Ouais, C'est long, c'est court. Je crois que c'était quand ça? 85. 85. Hein, et c'est vrai qu'il y a eu 2 ans d'interruption. Tu n'avais pas vécu en fait le changement. Il s'était passé 80. En 81, tu as acheté cette maison, mais tu revenais dans une France qui avait changé de visage politiquement. Est-ce que ça te marquait ou est-ce que tu t'en es rendu compte? Est-ce que tu attendais déjà ça? Je m'en doutais. Tu t'en doutais? Je m'en doutais, mais pour moi, c'était pas... L'important, c'était pas ça, parce que moi, j'étais très égoïstement, j'avais envie de rentrer chez moi. Que ce soit ou là, ou avec tel régime ou tel régime, ça m'était égal. On regarde. Alors là, voilà le potager sous la pluie, puisque mois de septembre... Pluie battante. Bon, alors ça, c'est... Pluie battante, et ben ça, voilà, on va en prendre, tiens. Ça, c'est les tomates de Monsieur Louis ou pas? C'est les tomates à nous. Celle-là, elle est bonne ou pas? Ouais, c'est bien ça. Ça, c'est très bon. Par contre, les petites là-bas, ça doit être un bijou. Ça, c'est les petites cerisettes. C'est vrai que t'as pas vu le jardin, là, c'est rentrée de vacances, t'as pas vu ton jardin depuis un petit moment? J'ai pas vu mon jardin depuis 1 mois. Comment faut les prendre? Tu connais, t'as expliqué, non? Bon, écoute, je sais quand même, hein, je suis pas... Elles sont toutes mûres, là, a priori.
presque. Ça, non, c'est pas bon. Là, on va être totalement saucé bientôt. Oui. Normalement, on aurait pu se mettre des petits trucs sur le nez sympathiques pour se protéger un peu. Celui-là, il est mort. Je sais pas comment elles ont fait pour pousser. Oh là, quelle est belle celle-là. Elle est belle celle-là. Si on m'avait dit je vais faire le marché dans le potager de Véronique Sanson sous la pluie, si tu veux, ça laisse quand même rêveur. C'est un mouvement exceptionnel. Tu vois, quand les oiseaux ont fait ça, ça veut dire que c'est bon. Tu vois? Est-ce que c'est bon? Sucré en plus. Mais oui. Elles ont eu le temps de mûrir. Faut le temps, quoi. Tous les délires dans ta mémoire te font pleurer sur ma guitare. Les sanglots courts des saxons t'empêchent de voir d'autres horizons. Est-ce que tu avais un petit peu l'appréhension aussi de retourner ici en France et de retrouver peut-être ton public aussi? Ah mais non, parce que moi je l'ai jamais quitté mon public, puisque même quand j'habitais aux États-Unis, je revenais toujours faire des spectacles en France et faire des télés en France. Je veux dire, si j'avais habité en France, ça n'aurait pas changé grand-chose. Sauf qu'on concentrait plus les choses que je faisais, parce que je pouvais pas quand même venir toutes les semaines. Mais c'était pas du tout cette appréhension-là. C'était simplement je me sentais coupable parce que je travaillais pas. Et qu'on me disait alors, tu fais des chansons? Oui, je fais des chansons, c'était pas vrai du tout, je faisais rien et j'en avais rien à foutre en plus. Et j'étais un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. On sent investir assez fréquemment, on se souvient notamment d'Allah, où là, tu avais un investissement contre l'intégrisme, justement. C'était juste une virgule. C'était plutôt contre l'intolérance. Oui, c'est ça. Si tu veux. C'était les intégrismes. Oui, c'est ça. Quel qu'il soit, je veux dire. On en a aussi chez nous. Et donc j'avais eu ces ennuis et tout. Je suis pas du tout sûre, d'ailleurs, entre toi et moi, que ce soit des intégristes musulmans qui m'aient envoyé ces lettres de menaces. Moi, je voyais plutôt des gens d'extrême droite, mais je le saurais jamais, évidemment. J'ai aucune preuve. Je crois que c'était plutôt ça. J'ai reçu vraiment des centaines de lettres de musulmans et de musulmanes qui disaient « Nous, on est croyants et on n'est pas fanatiques. » Et qui disaient qu'ils étaient désolés. Et effectivement, qui me disaient « La seule chose où vous avez eu tort, c'est de vous adresser à Allah directement, parce que ça se fait pas. » Mais ça, je le savais pas. Donc, mais c'était pas une insulte de ma part, c'était plutôt une supplique. C'était, je disais, mais comment peux-tu tolérer qu'on commette des crimes en ton nom? Comme j'aurais dit ça au temps de l'Inquisition, c'est vrai. Oh Allah, à quoi tu sers d'avoir un nom? Si tu as trois vœux à faire, choisis-les bien parmi tes pères. À quoi te sert d'avoir un nom? C'est pour souiller le désert avec le sang versé pour Allah. Pourquoi le feu et la misère? Prie pour la fin de la guerre, délivre-les du mal. Allah. Pourquoi le feu et le tonnerre? Après Moelle Vonin, il y a eu la période symphonique avec l'orchestre de Prague. Est-ce que ça, c'était le rêve de la petite fille qui se concrétisait? Claude Wild, qui est mon producteur et qui savait que j'avais ça derrière la tête, un jour m'a téléphoné en disant « Est-ce que tu veux toujours faire ça ?» Oh, j'ai dit « Mais oui, évidemment, mais ça doit être très difficile. » Alors on a appelé plein d'orchestres français, tu sais, qui étaient très pris et qui ne pouvaient pas le faire avant 2-3 ans. Et finalement, quelqu'un nous a donné l'idée de nous tourner vers des orchestres de l'Est. Donc on est allé en Yougoslavie, on écoutait des orchestres symphoniques, des chorales merveilleuses. Et puis on a rencontré surtout le chef d'orchestre, c'était un jeune chef qui s'appelait Léo Swarovski, qui avait 28 ans, et qui nous a dit, moi j'en connais un formidable, qui a l'habitude en plus de jouer des musiques de films, donc ça avait sorti un petit peu de juste le répertoire totalement classique.
Et je suis allée les écouter et finalement on est tombés tous d'accord sur eux parce qu'ils étaient formidables et qu'ils étaient très ouverts et ça leur plaisait aussi l'idée, ce projet leur plaisait autant que moi. Une nuit je m'endors avec lui, mais je sais qu'on nous l'avait dit et je sens la fièvre qui me mord sans que j'ai l'ombre d'un remords. Oh, oh, oh. Presque 10 années passées en France, il y a les albums de Véro, bien sûr, et puis il y a aussi la Véro Grand Cœur, la Véro humaniste, altruiste, les Restos du Cœur, par exemple. Si on t'appelle, tu le fais ou tu choisis tes causes? Ben, ça dépend, parce qu'on t'appelle tout le temps. Mais je trouve que les gens en France qui n'ont rien à manger, je trouve que la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est si on peut donner un coup de main, c'est de le faire. Et moi, ça me faisait un plaisir fou. En plus, quand je voyais des salles où il y avait 15 000 personnes et que je savais que toutes ces recettes, ça servait à quelque chose et que c'était pas quelque chose qui partait dans les nuages et que ça servait à quelque chose. Non seulement nous, on s'amusait et on avait on a vraiment donné des choses rares sur scène avec 5 personnes comme ça, on s'est bien amusé nous. Et en plus, les gens qui venaient, ça servait à quelque chose, c'était utile. Voilà, c'est bon de se sentir utile. Il y a longtemps sur des guitares, des manoirs lui donnent le jour pour chanter les peines et les espoirs, pour chanter Dieu et puis l'amour. Toute la musique que j'aime, toute la musique que j'aime, toute la musique que j'aime. Elle vient de là, elle vient de Blue. J'en ai assez d'entendre la radio, les mêmes sons et les mêmes tempos. Il faudrait que la musique s'affole, tout comme au bon vieux temps du rock'n'roll. C'est vrai qu'il y a des gens à qui je m'associe, par exemple, pour te donner un exemple, Souchon, Woolsey, Gelin, Scheller aussi. Pour moi, c'est ma famille. Et quand on me demande de faire quelque chose, moi, je suis toujours partante à mort, parce que d'abord, c'est des copains, que c'est des rigolos. Et puis, je trouve que c'est bien de communiquer par la musique aussi. Donc, quand Catherine m'a demandé de venir chanter une chanson dans son disque et puis après dans son spectacle, moi, je suis tout de suite, j'ai même pas réfléchi 2 secondes, elle m'a fait écouter Entre elle et moi, donc il n'y avait pas encore de paroles, que Jean-Philippe Riquiel avait composé. Et je suis tombée par terre, je trouvais ça tellement beau. Et puis j'avais envie de chanter avec elle, de m'associer à quelqu'un, comme quand j'ai fait la tournée avec Alain Souchon, qui s'appelait Chacun mon tour, c'était en 86. C'était bien, on chantait des chansons ensemble à la fin. Et je trouve que c'est bien de faire des trucs ensemble, c'est bien de créer quelque chose, de créer un lien, de créer... Et même dans l'esprit des gens, je trouve que ça représente, je sais pas, peut-être une génération, peut-être
c'est quelque chose d'important, puis c'est rigolo. Moi, je suis toujours partante pour ça. Et peut-être que tu as vécu ça aussi aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on partage beaucoup, les artistes chantent entre eux, c'est fréquemment, on vient chanter chez l'un, chez l'autre. Volontiers. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a beaucoup moins de pudeur qu'ici. Ici, on est très pudique, les gens, quand qui se croisent dans les studios de télévision, on n'ose pas se dire bonjour, on est un petit peu méfiant, il y a toujours une méfiance, il y a toujours un côté pudique et un peu... Coincé. Alors qu'aux États-Unis, ça n'existe pas du tout. Les gens viennent, alors ça va, mais j'adore ce que tu fais, et tout ça. Viens, on va faire de la musique ensemble. Et je trouve que ça arrive un petit peu en France, mais les gens ont toujours peur de perdre, qu'on leur vole quelque chose. Alors qu'on ne vole rien, au contraire, on donne. Entre elle et moi, le temps n'existe pas. Sous les lignes et les mots, doucement, je me suis glissé dans sa peau. Entre elle et moi, c'est l'envers à l'endroit. Deux miroirs qui face à face nous envoient une image où le temps s'efface. C'est une histoire qui se passe au-delà de ce qu'on voit, ce qu'on croit. Mais pour moi, c'est une histoire qui se joue entre nous. Un regard qu'ensemble on pose sur la vie, sur le jour. Il y a l'album Sans regret, qui est le dernier album avec Le Retour aux Amours, avec Bernard à la production, à la réalisation. Ça faisait combien de temps que tu n'avais pas travaillé avec lui? Bernard Saint-Paul, ça faisait 10 ans, je pense. Tu as retrouvé les États-Unis à ce moment-là? Et j'ai retrouvé les États-Unis, ça faisait... J'avais pas été... Tu leur en voulais un peu, je crois. Je voulais pas aller aux États-Unis enregistrer, parce que j'avais peur de retrouver ce truc-là. Puis en même temps, il y avait un côté de moi qui en mourait d'envie, parce que j'avais envie de retrouver cette magie, cette ambiance. Les musiciens comme Lise Clar, avec qui j'avais travaillé pour Le Maudit, justement. Et j'avais envie de rejouer avec eux, et il m'a dit, mais viens, te pose pas de questions, et ça va te dépayser. Et moi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, oui, c'est vrai, il a peut-être raison. Et finalement, je regrette pas du tout, parce qu'il s'est passé des choses. On avait une petite équipe avec Hervé Leduc, qui est un jeune musicien et qui a fait les arrangements du disque. On était une toute petite équipe restreinte, avec un ingénieur anglais qui était assistant sur Vancouver, d'ailleurs. C'est marrant, comme le monde est petit. Et on a travaillé vraiment comme des baleines. Comme des baleines. J'ai bossé comme une baleine. Non, on a beaucoup travaillé et ça a été que ça et dans une ambiance géniale et on a été assez vite. Le titre de l'album, c'est Sans regret. Je sais que des titres, parfois, t'en as cherché, des fois, t'as pas d'album. Par exemple, le titre Moi le venin, c'est Violaine, je crois, qui t'a donné le titre. Oui. Hein, parce que tu savais pas, elle t'a trouvé 40 noms. Elle m'a trouvé 40 titres en 1 heure, plus beaux les uns que les autres. Violaine a écrit énormément de titres et que tu continueras à en chanter parfois. Tu prendras quelques chansons de Violaine. Ah oui, parce que c'est une bonne compositrice, c'est une excellente parolière aussi. Évidemment, elle n'a plus le temps beaucoup d'en écrire, mais elle a un esprit de synthèse qui est magnifique, que j'envie beaucoup. Et elle a beaucoup de talent, et moi j'adore ça. Quelquefois elle me joue des trucs, tu sais. Je lui ai passé mon autre piano, et alors elle a mis les 2 pianos comme ça, tête bêche, et on joue des choses ensemble, évidemment, quand on va chez elle. Elle a fui une nuit où la lune l'appelait. Il y a les anciennes dunes que les dieux adoraient. On se souvient plus, sans regret. Un petit peu comme ça. Et puis sur cet album, on trouve aussi un titre, si on regarde bien, de 1981 avec Bernard Swell, qui est c'est de l'eau. C'est Bernard Swell et Véronique Sanson. Alors, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un titre de Bernard Swell. C'est quoi? C'est qu'il a fallu le temps pour que tu retrouves Bernard, ou vous êtes restés en contact? Oh, on est toujours restés en contact, bien sûr. Mais lui, il a fait, il y a 3-4 ans, il a fait un album en anglais, tout un album en anglais.
Et toutes les chansons sont plus belles les unes que les autres, vraiment. Il m'a fait écouter ça et j'ai écouté que ça pendant 1 an dans ma voiture. Et finalement, cette chanson Rien que de l'eau qui s'appelle I Wanna Know, qui était en anglais, j'avais vraiment envie de la chanter. Et je lui ai demandé d'écrire des paroles en français et finalement on les a écrites tous les deux. Et ça me fait plaisir. Et c'est un type qui a un talent fou, qui est perfectionniste, qui est un merveilleux guitariste, qui a des recherches de son très intéressantes et puis qui surtout a des structures parfaites et des mélodies riches. Et enfin, c'est tout ce que j'aime. C'est la naissance de la gabelle, c'est l'oublié des infidèles, à la terre des futurs vieux. Rien que de l'eau, de pluie, de l'eau de là-haut, et le soleil blanc sur ta peau, et la musique tombée du ciel sur les toits rouillés de Rio. Oh. Toi, tu te caches dans les ruelles, et comme un païen qui appelle les dieux pour qu'elle dise non. De quand est venue cette découverte justement de l'écologie en me disant mais c'est pas possible, on est en train de pourrir la terre sur laquelle on est et il faut le dire, et c'est ce que tu fais d'ailleurs. Bah, tu sais, parce qu'on a... Bah oui, je dis simplement qu'il faut faire vraiment attention. Et parce que tout est en fait basé sur l'argent et que les gens veulent pas faire d'efforts. Ils s'en fichent de ce que verront leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants du moment qu'ils ont leur chiffre d'affaires et qu'ils gagnent de l'argent. Voilà. Et je crois que... Enfin, je me suis rendu compte parce que j'ai lu de plus en plus d'articles dans la presse où ils parlaient de problèmes dont on n'avait pas idée avant. Mmh.
Et avec exemple à la pluie et tout ça. Et puis je me suis dit, mais attends, c'est quoi où est-ce qu'on vit? Comment c'est pas possible. Et ça a commencé à me prendre... Ça me tient très à cœur, hein, ça. Si je devais être militante dans quelque chose, ce que je crois que je ne serais jamais, ce serait vraiment pour l'écologie. Parce que c'est pas un truc politique, c'est pas un truc de fric, c'est pas un truc... C'est simplement l'endroit où on vit, c'est comment on va vivre, ce qu'on respire, ce qu'on boit, ce qu'on mange. C'est très important quand même. La pluie coulait sur les fenêtres, le ciel n'était pas clair, mais le jardin était vert. Cet album Sans regret, il va partir sur scène, je présume. T'as déjà en tête de le jouer, parce que pour toi, une chanson écrite ne peut être que jouée, qu'interprétée. Elle est consommée sur scène. Voilà, c'est ça. Autrement, elle n'est pas encore plus c'est rapproché, mieux c'est en plus. Hein, ah oui, bien sûr. Donc là, tu es en attente, il y a une scène prévue? Ben oui, je crois que ce sera, je sais pas quand c'est. D'ailleurs, je crois que c'est au mois d'avril, j'espère. En 93. Oui. Hein, oui. Est-ce que ça va être une formation, ça sera automatiquement une formation un petit peu plus rock, comme le dernier Olympia qu'on a connu, avec Manu Katché et bien d'autres encore? Ah oui, ce sera rock, ça. Cette fois-ci, ce sera rock, il y aura des cuivres, il y aura... Je crois qu'il y aura une grosse formation. Et je me réjouis. On l'attend, cet album. 93 alors, avril 93? Quelque chose 93. J'espère tôt. La lâcheté te gêne, les moments où tu as été lâche. Tu regrettes d'avoir été lâche. Oui, je regrette profondément. Je n'ai pas été souvent, mais je l'ai été une fois très importante. Et je suis pas en train de faire mon autocritique. Hein. Mais c'est vrai. Et en fait, la lâcheté, ça vient, c'est une crainte, en fait. C'est une peur, une pudeur et c'est un truc de bébé, finalement. Mais quand on devient adulte, ça prend des grosses proportions. C'est-à-dire qu'on n'ose pas. T'as été lâche en amour? Oui, très. Pas souvent. Une fois. C'est pour ça que tu l'es plus maintenant et que tu dis que l'amour, il faut le vivre instantanément. Ah oui, il faut tant qu'il est là. Il faut tout donner, il faut pas perdre de temps. Il faut pas... Moi, je voudrais tellement tout concentrer. Je me dis toujours, j'ai des tas de copains qui se font la gueule toute la journée. Oui, il a fait ça. Je boude, je retiens ma respiration, je tape du pied. Et moi, pour moi, c'est hérétique de faire ça. Parce qu'on n'a plus de temps, beaucoup, quoi. Il faut pas être économe en amour. Non, il faut pas être économe. Et puis surtout, il faut pas gaspiller du temps. Il faut gaspiller de l'amour, mais pas du temps. Ah oui. Puis c'est jamais du gaspillage, l'amour. Keep on singing the blues. You've got to compromise the death from the lives. You've got to keep on singing the blues. You've got to realize, you've got to open your eyes. You've got to keep on singing the blues.